Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dont les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la problématique du livre et de la lecture en Afrique. Il s'agit d'évoquer l'économie du livre, les conditions de production, l'édition, la diffusion et la commercialisation. Nous aurons également à revenir sur l'usage actuel du livre, son avenir en Afrique, ainsi que sur les relations entre les auteurs africains entre eux et celles des auteurs africains avec les autres écrivains du monde. Évoquer la problématique éditoriale en Afrique, c'est aussi s'intéresser à tout ce qui concerne les maisons d'édition, les libraires, l'intervention publique, les aides à la publication et enfin la politique des prix du livre. Pour parler donc du livre en Afrique, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Samia Znadi, directrice des éditions APIC, l'une des rares éditions algériennes à s'intéresser aux livres africains et à prendre part au Salon des livres en Afrique. J'ai également le plaisir de recevoir avec moi le jeune écrivain Mohamed Abdellah, qui a été consacré dernièrement au Mali pour son roman Le vent a dit son nom du prix continental Ahmed Baba. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Samia, bonjour. Bonjour. Mohamed, bonjour. Bonjour Hassan. Est-ce qu'on peut dire que le livre aujourd'hui en Afrique rayonne, Samia? Je pense que le livre, en tout cas les écrivains africains, s'imposent sur le continent et également à l'extérieur, notamment dans les anciennes banques de littérature, la France, la Grande-Bretagne, les anciennes colonies. Oui. Maintenant, est-ce qu'il rayonne réellement le livre sur le continent? On ne peut pas parler de la situation du livre en Afrique comme la même chose pour tous les pays, parce que ça diffère. Ça diffère d'un pays à l'autre, ça diffère parce que il y a des pays qui ont des politiques du livre, des politiques culturelles qui permettent le rayonnement du livre. Nous pensons par exemple au Nigeria, au Rwanda, à d'autres. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. L'Égypte. Le grand pays de littérature, d'édition. Donc ça dépend des pays. Des traditions également éditoriales. Des traditions éditoriales. Tout à fait. Mohamed Abdellah, votre première expérience africaine, vous l'avez vécue au printemps dernier avec cette consécration. Quel regard vous portez sur le salon de Bamako malgré les problèmes que vit le Mali? Pour moi, on va dire que c'est à la fois une occasion formidable d'avoir une résonance pour le livre à l'échelle continentale. C'est une preuve de résilience magnifique, parce que vous avez parlé du rayonnement du livre en Afrique. Il faut se poser la question du rayonnement dans quel contexte. C'est-à-dire que par rapport au contexte, je mets ça au pluriel, aux contextes qui sont souvent difficiles à des degrés différents, point de vue socio-économique, politique, etc., le livre parvient encore à exister. Et ce salon du livre, cette rentrée littéraire, indépendamment de mon ressenti personnel que vous imaginez euphorique par rapport à cette distinction pour laquelle je remercie encore profondément et avec une gratitude immense tous les membres du jury et avec une affinité particulière Monsieur Ibrahima Aya, en mettant cet élément-là subjectif de côté, l'existence même de la rentrée littéraire au Mali, c'est une preuve de résilience formidable pour le livre, pour la littérature, dans un contexte africain ô combien difficile. Et pourtant, ça existe. Il y a des Africains
qui écrivent, des Africains qui lisent, et il y a de la critique littéraire en Afrique. Et chacune de ces étapes est cruciale. Et c'est ce que montre, entre autres, ce salon du livre. Samir, voilà, vous avez l'expérience donc assez ancienne concernant ce salon de Bamako. On rappelle qu'il y a encore un autre écrivain, Jawad Rostom Touati, qui a eu la même distinction il y a 3 ans. C'est ça, bien en avant 2020. Mohamed, en Oui, 2020. tout à fait, Voilà. 2020. Ce salon, est-ce qu'il commence à s'installer comme une tradition, malgré toutes les difficultés? Tout à fait. Au contraire, je pense que la première édition de la rentrée littéraire du Mali, c'était en 2008. J'ai participé, j'ai été, parce que je trouvais que c'était formidable que un pays frontalier organise. Donc j'avais aucune idée de là où j'allais, ou qu'est-ce que j'allais trouver, mais finalement, c'est un petit événement au départ qui est en train de prendre maintenant et de s'imposer en tant que rendez-vous important de l'édition en Afrique. Donc au début, c'était une biennale, vu donc les conditions de travail de nos amis et nos frères maliens. Et puis actuellement, donc depuis 2014, cet événement s'impose tous les ans. Oui. Et ce qui était impressionnant, pourquoi j'avais décidé de partir à Bamako, c'était le fait qu'ils annonçaient des prix littéraires dans un prix continental. Donc il y a un prix national, le prix Massane Makan Diabaté, qui porte le nom de l'auteur malien connu, qui a consacré un travail extraordinaire à la culture malienne. À son enracinement. Tout à fait. Et puis le prix continental, au début, il peut porter le nom de Yombo Yulugem, donc le premier africain à avoir reçu le prix, c'est le prix Renaudot, le prix je Goncourt. pense, oui. Mais voilà, avec le devoir de violence, son titre de roman. Et depuis quelques années, donc déjà en 2010, on a reçu, enfin il y a le livre qu'on a édité, La Maison du Negev de Suzanne El Faralkenz, une Palestinienne qui vit en Algérie, qui a écrit un livre sur sa traversée, son exil de la Palestine, et qui a reçu le prix Omboïlougem à la rentrée littéraire 2012. En 2014, c'était Madame l'Afrique, donc un auteur. Tous ceux qui passent par l'Algérie deviennent pour moi des Algériens, mais Eugène Ebodé, il est camerounais, il a publié, donc lui, il avait l'habitude de publier chez une grande maison d'édition française. Mais après la résidence d'écriture qu'on avait organisée pendant le PANAF en 2009 et qu'on a intitulé Ancrage africain, et il y a un livre d'ailleurs, un recueil de nouvelles qui est paru en 2009, il avait décidé de publier d'abord parce qu'il a compris la démarche, c'est-à-dire ce qu'on aimerait, c'est que nos auteurs, nos plumes qui sont reconnues, que cette littérature qui s'écrit, qui se lit en dehors de l'Afrique, elle puisse être aussi éditée en Afrique. Donc on leur a demandé de garder au moins les droits. Et donc lui, il a fait cette démarche. Il a d'abord publié en terre africaine, l'Algérie, puisque nous avons quand même la chance d'avoir une industrie d'imprimerie, contrairement par exemple à d'autres pays. Vous avez le Mali, vous avez tous les pays en fait, Burkina, qui impriment en Europe. Alors vous rendez compte le coût de revient. Ils impriment en Europe et ils font après l'importation de ces livres. Alors que chez nous, on peut donc, on réalise d'ailleurs des livres pour des éditeurs africains, pour des éditeurs donc africains du Mali, du Bénin, du Burkina, du Cameroun. Voilà, il y a déjà un quota de livres qui va prendre normalement l'avion pour le Mali. Et à partir de Mali, ça va être distribué vers les autres pays. C'est toute cette dynamique qu'il faut installer pour qu'on puisse réaliser le rayonnement
du livre et de la littérature et de la lecture, et qu'on ait un socle commun de l'imaginaire, qu'on puisse se connaître par la lecture, par ce que les romanciers disent, par ce que nos poètes déclament. C'est tout ce travail qu'on essaie. C'est au niveau de cet échange. Mohamed Abdallah, jusque-là, il y avait, elle parlait des éditions, c'était présence africaine. Tous les grands écrivains africains étaient donc consacrés par cette maison d'édition. Et puis, les autres ne sont pas, quand ils sont publiés en Afrique, ils ne sont pas reconnus ailleurs. Donc, on doit, comme l'a si bien dit Samia, on doit se faire publier, notamment dans les anciennes puissances coloniales, pour qu'on soit reconnu même en Afrique. D'ailleurs, il y a un écrivain haïtien qui a posé la problématique de cette domination. C'est le néocolonialisme, quand on parle de livres, c'est-à-dire imposer aux jeunes, même aux jeunes écrivains, ce qu'ils se fassent éditer là-bas. Donc, c'est un contrôle qu'on impose à la littérature africaine. Bien sûr, là, on est dans le versant culturel du rapport entre centre et périphérie, qui a été théorisé d'ailleurs par, entre autres, Edouard Saïd, un autre penseur, Edouard Saïd, et surtout Samir Amin, qui se trouve être aussi un Africain, qui est d'origine égyptienne. Et là, on voit, parce qu'on a beaucoup opposé Samir Amin et Edouard Saïd, avec d'un côté matérialisme, de l'autre l'idéalisme. En réalité, les deux visions se complémentent. Exactement. C'est une vision dialectique dans les deux. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un versant qui est le pendant de l'autre. Et ils se nourrissent. Fondamentalement, à partir du moment où on est dans un rapport entre centre et périphérie, eh bien, de la même manière que les sources de pouvoir économique vont se trouver dans le centre, les sources de rayonnement culturel et de prestige vont se retrouver dans le centre, avec tout ce que ça implique comme vision du monde. Parce que ce qui réussit fondamentalement dans un discours impérialiste, c'est une vision qui va avoir tendance à présenter l'Africain, l'autre, avec un grand A, sous un regard exotique. Donc on ne va pas avoir un système qui va favoriser une analyse des sociétés africaines dans leur profondeur, dans leur diversité, dans leur richesse. On va avoir une série de clichés, d'images d'Épinal qu'on va poser pour dire voilà ce qu'est l'Africain, voilà ce qu'est l'Arabe, voilà ce qu'est le Maghrébin, voilà ce qu'est l'Algérien, en fonction du contexte, de l'auteur, du titre, etc. Et ça, c'est un véritable problème. C'est pour ça que ce dont parlait Samia tout à l'heure, le fait d'avoir un imaginaire commun, d'avoir des réseaux de production du livre en commun, ce n'est pas simplement pour faire joli. C'est pas juste parce que ils sont nos voisins, il est important d'avoir des relations de bon voisinage. Non, c'est avec un objectif encore plus urgent, qui est de contrer des discours simplificateurs au possible et qui font du mal, puisqu'ils propagent l'idée que l'Africain, de manière générale, est responsable de son sort, que ce ne sont pas des décennies ou des siècles d'exploitation qui ont produit des conditions sociales et économiques telles qu'elles sont dans tel ou tel pays, que ce n'est pas telle ou telle invasion qui a causé la misère des habitants, mais plutôt une violence ou une anarchie atavique. La liste est longue. À partir du moment où on peut détruire ou concurrencer un minimum ces modes de pensée, ces modes de discours, parce que je n'ai même pas envie de qualifier ça de pensée, à partir du moment où on peut les démanteler, on s'offre la possibilité d'avancer. Justement, donc aujourd'hui, nous avons remarqué chez les jeunes écrivains, c'est-à-dire la littérature africaine contemporaine, il y a la prégnance de l'histoire. C'est-à-dire, il y a eu un autre regard sur l'histoire ancienne de l'Afrique, et même l'histoire contemporaine de l'Afrique. Tous les romans, pratiquement, sont ancrés dans l'histoire samienne, n'est-ce pas? Oui, en grande majorité, effectivement, c'est toujours... Il y a une réinterrogation donc du fait historique à travers le roman. Oui, c'est-à-dire que le roman permet aussi d'aborder l'histoire, et quand c'est des jeunes qui s'approprient leur histoire
avec des sources locales peut-être, Oui. ne serait-ce que par rapport en consultant donc les témoignages des survivants de cette période coloniale. C'est aussi une réalité à laquelle il faudrait peut-être s'intéresser. D'ailleurs, Mohamed, Oui. dans ses romans, la question de l'histoire, c'est-à-dire il essaye de réinterroger les faits historiques à sa manière, c'est-à-dire avec le regard d'un jeune d'aujourd'hui. N'est-ce pas, Mohamed? C'est ce que j'essaie de faire, Oui. en tout cas. C'est ce que j'ai fait avec mes 4 premiers romans. C'est ce que je fais aussi avec mon 5e roman, qui vient de paraître aux éditions Apic, Le Nil des Vivants, où je me penche plutôt sur la question de la période révolutionnaire en Égypte, dans les années 60-70. Cependant, ce qui est intéressant par rapport à la question que vous avez posée, c'est justement cette question-là de reprendre possession de la narration historique. Oui. Parce que très souvent, l'histoire de l'Afrique, dans ses différentes portions, s'est faite par le biais des puissances occidentales. Elle a été écrite sur plusieurs décennies par des sources occidentales, plus ou moins bien intentionnées. Ça vaut pour tout. Ça vaut pour le Maghreb, si on prend l'histoire du Maghreb, la manière dont Ibn Khaldoun a été traduit ou mal traduit par des auteurs français avec certaines faiblesses assez hilarantes, qui, c'est ce qui est malheureux, qui contamine encore le discours public en Algérie. Que l'on prenne la manière dont le passé antique de l'Égypte est traité, avec comme ça une espèce de mystification, l'idée de parler de l'Égypte comme si c'était un tas de jolies pierres et non pas une réalité vivante et en mouvement continu, ou alors là le traitement de l'Afrique subsaharienne ou des différentes portions de l'Afrique subsaharienne, parce que ça n'est pas un ensemble homogène, ça n'est pas un tout homogène, je ne me lasserai jamais de le dire. Là, on est même plus sur de la caricature. On se rappelle d'une certaine personne qui avait dit que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Voilà. Ça en dit long sur la pensée de l'homme occidental moyen ou de sa vision sur ce qu'est l'Afrique. Et le problème, c'est que ça a eu un impact sur la manière dont on parle encore aujourd'hui de l'histoire africaine. Donc, quand on essaye d'écrire sur l'Afrique et sur l'histoire de l'Afrique, on reprend les manettes, on reprend les rênes et on parvient à avancer. On parvient à installer un discours qui n'est pas de l'ordre du discours néocolonial, voire colonial tout simplement. Samia, concernant maintenant la production du livre en Algérie et en Afrique, est-ce que le coût de la production, chaque année, on découvre que les coûts sont exorbitants, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on parle de coups et blessures chez nous. Ah oui. Parce que c'est vrai que c'est en tout cas, bon, ça fait quelques années que le papier, le prix du papier a augmenté, d'autant plus qu'on ne produit pas de papier, qu'on importe le papier. Donc, et puis on importe pratiquement tous les intrants du livre, tout ce qui est encre, colle, tout ça. Le livre coûte ce que ça coûte. Le problème, c'est que nos réseaux de distribution sont très faibles. Oui. Donc, souvent, les livres sont disponibles dans quelques points de ville. Voilà. Vous avez par exemple une ville comme Oran où il y a un libraire qui est en train de résister. Il y a beaucoup de librairies qui ont fermé. Et pourtant, Oran... il y a une tradition de lecture à Oran. Oui, c'est ça. Et puis on a des centres de recherche. Donc, deuxième ville du pays. Deuxième ville du pays. Dépôle, c'est une ville universitaire, importante ville. Oui, une ville touristique. Donc on est censé aussi proposer aux touristes aussi du contenu, un contenu intellectuel. Pour pouvoir justement avoir la possibilité de dire ce que nous sommes à travers, par exemple, des romans, des essais. Au fait, il y a une trame à installer pour régler le problème de la distribution du livre. Vous avez, par exemple, les bibliothèques qui
qui ne font pas leur travail, ils n'achètent pas, parce que un citoyen, il n'est pas obligé d'acheter le livre, mais il peut lire, parce que le livre, il est disponible dans les librairies scolaires, les librairies du quartier, ou voilà. Ça nous pose vraiment un problème, parce qu'on a beau essayer de réduire la marge, mais le prix reste. C'est-à-dire en aval, il n'y a pas une organisation qui suit cette... Non, il n'y a pas. Il y a pas. Alors ça, c'est pour le livre papier. Oui. En ce qui concerne maintenant le livre numérique, votre expérience par rapport notre expérience, elle est pour l'instant théorique, c'est-à-dire qu'on maîtrise la théorie. Enfin, nous, à notre niveau, on sait comment faire un livre numérique, mais on n'a pas encore intégrer les plateformes, etc. Voilà, intégrer les plateformes. Est-ce que c'est le même cas en Afrique? Non, peut-être pas partout en Afrique. Donc, au Mali, la réalité, elle est comme chez nous. Je veux dire, il y a pas il y a des éditeurs qui pensent, oui. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas. Et il y a d'autres, par exemple dans les pays, on va dire anglophones, oui. Où ils sont quand même... L'expérience du Rwanda par rapport au livre, il paraît que c'est une expérience extraordinaire. Tout à fait. Le Rwanda, il a fait ça. D'abord parce qu'ils ont une politique du livre. Le Rwanda, voilà, il y a une politique du livre, il y a une politique culturelle. Ils organisent même des résidences d'auteurs, donc. Voilà, tout à fait. Nous, on est censé avoir des lieux de résidence. Par exemple, la Villa Abdeltaif, elle est censée accueillir. D'ailleurs, Ibrahim Aya, qui a publié chez nous Le Pays des Éclipses, parce qu'il est aussi, il est aussi romancier. Il a bénéficié d'une résidence d'écriture à Dar Abdeltaif. Et donc c'est un livre qui est sorti sur le continent. Ça l'intéressait pas de le placer. Et pourtant, Ibrahim Aya, il a des réseaux en Suisse, en Allemagne, en France. Il aurait pu très bien placer son livre. Mais on est dans la même démarche. Donc pour parler de résidence d'écriture, l'Algérie, elle est... il y a plein d'endroits où on peut installer une résidence ouverte à des écrivains, à des romanciers, à des peintres. C'est ça aussi, favoriser l'échange et permettre à des étrangers, aux Algériens bien sûr, mais aussi à des étrangers de venir et de toucher notre réalité. Nous, on se rappelle quand on a... D'abord, la collection Résonance. Moi, comment on arrive à convaincre les éditeurs étrangers, parce que ils ont les livres, le service commercial, ça marche très bien. C'est des auteurs qui marchent sur le continent. Mais ce que les auteurs, parce qu'on est aussi, il y a les auteurs qui vont voir leurs éditeurs pour leur dire oui, moi je suis d'accord pour que Apic sorte mon livre. Et en général, c'est à l'occasion de la sortie de leur livre qu'ils découvrent l'Algérie, qu'ils mettent pour la première fois leurs pieds en Algérie. Et quand ils voient cette réalité culturelle, sociale, politique, leur regard par rapport à l'Algérie et même leur discours quand ils vont dans les capitales des anciennes colonies, parce que souvent c'est là-bas où ils résident, ils interviennent différemment par rapport à l'Algérie, parce que eux, ils ont vu l'Algérie. Ils vont pas parler ou ils vont pas consommer le discours prêt à penser qui est servi par les grands centres de production. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à établir et à comprendre que la production du contenu est très très importante. On devrait pouvoir proposer. Investir dans ce... Oui, et proposer des choses. On ne peut pas rester que dans le discours. D'ailleurs, on rappelle l'expérience du Rwanda, elle est extraordinaire par rapport... Tout ce qui a été publié par rapport au massacre, par rapport à la guerre civile donc du Rwanda, a été faite justement suite à deux expériences de résidence d'écriture. Mohamed, pour rester sur la production du contenu, aujourd'hui, c'est mon point de vue. Les écrivains africains n'entretiennent plus des rapports entre eux. Il n'y a plus un débat sur l'écriture en Afrique, c'est-à-dire il n'y a plus d'école.
Même quand il s'agit, c'est vrai, d'une manière générale, on parle d'une décolonisation progressive des esprits, donc on l'entend chez plusieurs écrivains. Mais est-ce qu'il y a un courant? Est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il y a un travail commun? Alors, je ne le pense pas. Sur ça, je suis d'accord avec vous. Après, je me demande, est-ce que c'est une condition spéciale aux écrivains africains ou est-ce que c'est une condition spéciale aux écrivains de notre époque? Est-ce qu'il y a encore des courants littéraires, mettons, en Asie, qui traversent tout le continent asiatique? Ou pour prendre l'exemple de ce qui est pour moi plutôt un sous-continent, qui a été posé comme continent, pour prendre l'exemple de l'Europe, est-ce qu'il y a un courant littéraire européen à l'heure actuelle qui aurait le même impact que le réalisme a pu l'avoir à une époque, etc. Je pense qu'on est plutôt dans une période de fragmentation de la production littéraire, c'est dans laquelle on est entré depuis plusieurs décennies à l'échelle mondiale. Et on revient à la thématique abordée tout à l'heure sur le lien entre système socio-économique et système de production culturelle. On a l'avènement de l'individualisme forcené avec le capitalisme néolibéral et on a l'avènement de l'individualisme forcené dans le domaine littéraire. C'est pour moi deux phénomènes qui sont liés. Je pose pas de causalité précise à l'heure actuelle, mais pour moi les deux sont clairement liés, les deux sont dans l'air du temps et je les déplore. Mais cette réalité, cette prise de conscience concernant le néocolonialisme est une réalité palpable chez plusieurs écrivains africains aujourd'hui. Oui. Tous les écrivains de cette génération, notamment, il y a des jeunes écrivains en Algérie, au Mali, au Sénégal, et un peu partout, en Afrique du Sud, au Kenya. D'ailleurs, au Kenya, il y a le fameux Ngozi Wa-Thiong'o qui lutte depuis la fin des années 60 à ce que les écrivains africains retournent aux sources, c'est-à-dire écrivent à partir du référent africain, ne serait-ce que en utilisant leurs propres langues africaines, n'est-ce pas? Alors, ça c'est aussi une dimension qui est intéressante, la question des langues. La question des langues, oui. La question des langues, qui est celle de la langue à utiliser, ça on ne connaît que trop bien cette question-là en Algérie. Pour le coup, je pense que c'est une problématique qui se pose de manière différente d'un pays à l'autre. Oui. Par exemple, rien que sur la portion de l'Afrique du Nord, la question de la production littéraire en français, qu'elle se pose en Algérie, c'est pas du tout la question de la production littéraire en anglais, pour prendre le cas de l'ancienne puissance coloniale, en Égypte, ou de la production littéraire en italien en Libye. Je pense qu'il y a une spécificité à chaque zone et à chaque pays dans la manière dont il a eu à faire face à l'invasion coloniale, dans la manière dont il a résisté à la colonisation et dans la manière dont il s'est libéré. Donc chaque pays... En Algérie, nous savons que c'était une colonie de peuplement, donc il y a eu des traditions qui ont été imposées par une génération d'écrivains algériens qui devaient à un certain moment produire un contre-discours à tout ce qui était littérature colonialiste, n'est-ce pas? Absolument, et c'est très intéressant que vous mentionniez cet élément-là parce que on a trop souvent dans l'idée que ça avait été imposé par la puissance coloniale, sauf que la puissance coloniale voulait imposer l'inculture, voulait détruire les structures qui existaient dans l'Algérie précoloniale, donc destruction des madèles, etc., et empêcher l'installation de toute structure qui aurait pu les remplacer. Donc c'était l'idée de l'inculture. Ce qui a mené à la création d'une littérature algérienne en langue française, ce sont les auteurs algériens qui voulaient opposer un contre-discours au discours colonialiste. Donc sur ça, je vous rejoins à 100%. Pour ce qui est des langues africaines ou des langues... parce que le concept même de langue africaine est très intéressant à discuter. Est-ce que l'arabe est une langue africaine? Parce que c'est pas ce à quoi on pense en premier lieu. Pourtant, le continent qui a le plus de locuteurs d'arabe, c'est l'Afrique. Le Hausa,
Pratiquement, d'ailleurs, il y a une interconnexion entre Absolument. l'arabe et le Hausa. Et le Swahili, sur la corne de l'Afrique. Oui. C'est une très vieille langue de civilisation qui a des liens très profonds avec la langue arabe, Exactement. avec l'alphabet arabe. Donc, la question de ce que sont les langues africaines et de ce qu'est l'histoire des langues africaines et de la manière dont nous pouvons les utiliser, cette question-là est un élément très important à discuter et à approfondir. Je ne vais pas faire dans l'œcuménisme un peu flasque de dire oui, il faut prendre tout ce qui vient de l'extérieur, etc. C'est ce qui la diversité fait notre richesse, etc. Parce que très souvent c'est utilisé pour faire rentrer les éléments néocoloniaux dont on a parlé. Mais à partir du moment où c'est fait avec une conscience historique très forte, avec une conscience de ce que sont les intérêts des Africains, on peut justement utiliser des langues qui n'ont pas forcément vu le jour en Afrique et utiliser ces langues pour dire des réalités africaines. Donc je ne pense pas qu'écrire, mettons en français ou en anglais, pour décrire une réalité kenyane, une réalité tchadienne, une réalité algérienne, une réalité tunisienne, je ne pense pas que ça soit intrinsèquement juste parce que l'on écrit en français, en anglais, en italien, que sais-je, que ça soit forcément une trahison de la réalité africaine ou des réalités africaines. Voilà, donc on reste par rapport à cette question des langues. En ce qui concerne l'édition, Samia Nadi, en Algérie, on connaît plus les écrivains francophones d'Afrique que les écrivains anglophones qui sont très très intéressants. Il y a deux Nobel en Afrique du Sud, par exemple Abdelrahman Ouaberi n'est pas lu, qui est l'une des révélations de ce millénaire, ce début du millénaire. Ça pose aussi problème. Je reviens toujours, en tant qu'éditrice, je reviens à la politique du livre. Parce que nous n'avons pas une vision de traduction. C'est important de traduire. Donc, pour pouvoir lire et avoir justement ces regards, constater cette diversité africaine. Donc, au contraire, on est dans cette réalité où nous devons éditer des livres qui sont déjà traduits en français par des éditeurs français. Oui. Voilà, on a une collection Tariq Ali, un Pakistanais qui a écrit en anglais, et on a acquis les droits chez un éditeur français. Donc on n'a pas nous on n'a pas les moyens, une maison d'édition n'a pas les moyens de faire cette politique de traduction. On a un centre national du livre qui est censé avoir en tout cas un programme ou une vision ou un début mais bon on sait pas depuis qu'il s'est installé, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent. Peut-être que le salon du livre, ça va être l'occasion peut-être de les rencontrer et de voir s'il y a quelque chose qui a commencé à voir le jour. Mais voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir être les premiers à avoir traduit les livres. Par exemple, je me rappelle il y a quelques années, en 2008, quand on voulait sortir le livre de Ilan Pappé, le nettoyage ethnique de la Palestine, on a contacté son éditeur, donc en France, c'était Fayard. On a reçu une réponse en disant nous n'avons que les droits de publication en langue française. Et donc on leur a dit mais c'est ce qu'on veut, nous on veut le publier en français. Il a fallu qu'on rentre en contact par mail, donc avec l'auteur Ilan Pappé, qui était ravi de voir que son livre allait être édité en Algérie, et c'était lui qui a donné l'autorisation à cet éditeur de nous fournir donc le texte en français. On a eu donc ce qui importe. Il y a beaucoup de textes, pas que des romans. Il y a des essais aussi qui sont édités en anglais, mais qui ne sont pas encore traduits en français. Et ça fait des années. Et c'est des textes très importants. Vous avez Mahmoud Mamdani, un intellectuel très important, un Ougandais,
qui connaît très bien la problématique donc du Soudan. Il écrit en anglais, mais ses livres ne sont pas traduits ni en français ni en arabe. Est-ce que nous, on a demandé les droits? Est-ce que nous, on peut traduire ces livres? Est-ce que nous, en tant que maison d'édition, on a les moyens de traduire, par exemple, son dernier livre, Define and Rule? Parce qu'il s'intéresse justement il développe comment les colonisateurs ont commencé par nous définir en ethnie. Et après, c'était très facile. Une fois que je te définis, je peux te gouverner. Exactement. Tu n'es que ce que moi j'ai dit que tu es. L'ethnographie est une C'est ça. création colonialiste. Voilà. Donc, est-ce que nous, on est prêt à s'ouvrir à des textes importants et de ne pas attendre que ce soit traduit à Beyrouth ou en France ou en Espagne ou je sais pas pour pouvoir les proposer à des lecteurs algériens et produire ce contre-discours et participer à renforcer la conscience historique de nos lecteurs, enfin des jeunes ou des moins jeunes. Mohamed Abdallah, est-ce que l'éveil aujourd'hui de la jeunesse africaine, son éveil, elle ne cesse pas de dénoncer les pratiques néocolonialistes, est perceptible au niveau de l'écriture, romanesque notamment? À titre personnel, oui, dans la mesure où c'est quelque chose qui m'anime beaucoup lorsque j'écris. C'est-à-dire c'est une réalité qui est d'une urgence plus que jamais ardente et qui doit ressortir forcément lorsqu'on écrit. C'est quelque chose qui peut échapper si on se concentre uniquement sur la dimension historique de ce que j'écris. Mais lorsque je prends la plume, j'ai toujours en tête des problématiques modernes, contemporaines. Et j'essaie d'en retracer les origines plus ou moins anciennes. Donc j'essaie de montrer comment tel bloc historique a été constitué, comment telle dynamique s'est articulée, comment est-ce qu'un point d'inflexion dans le mouvement historique a été négocié par les acteurs de telle ou telle époque. Lorsque je fais ça, c'est toujours pour essayer de donner des questions et des outils de compréhension de la réalité que nous vivons, qui est infiniment complexe, mais qui ne doit pas nous échapper. Parce que lorsqu'on comprend le réel, on se prépare à pouvoir le changer. Et donc comprendre la réalité de ces rapports de force qui nous causent du tort encore aujourd'hui, c'est fondamental si on veut pouvoir changer ces rapports de force un jour pas trop lointain, on l'espère. De par votre expérience, Samia Zenadi, est-ce qu'au Mali, donc lors du dernier salon du livre, la rentrée littéraire du Mali, est-ce que les écrivains sont justement sensibles à ce qui se passe notamment dans cette région du Sahel, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, et même au Sénégal d'ailleurs, hein? Oui. D'abord, au Mali, il y a un éveil extraordinaire. Il y a Aminata Traoré qui a fait déjà un travail. Elle a écrit des livres. Elle a répondu à la fameuse phrase de l'histoire. L'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. D'ailleurs, elle a regroupé un certain nombre d'auteurs et c'était l'Afrique qui répond à Sarkozy. Et son livre Le viol de l'imaginaire, son autre livre Leto. Il y a aussi un socle intellectuel. Il y a aussi la disponibilité de certains intellectuels, de beaucoup d'intellectuels africains, à avoir autour d'eux des jeunes. Ils participent à des débats, à des forums. Donc il y a aussi un socle sérieux, c'est pas que des slogans ou c'est pas comme disent les autres. Il y a une réflexion qui est oui, c'est pas de la manipulation, c'est pas parce que c'est ce qu'ils disent les autres, ils sont manipulés par X, Y, ils ont trouvé aujourd'hui la Chine, la Russie. Non, il y a c'est au-delà. C'est au-delà, c'est le fait de savoir pourquoi nous sommes dans ces conditions. Qu'est-ce qui fait? Et c'est développé par des essayistes
qui vivent donc sur le continent et qui produisent des livres pour décoloniser l'esprit. Et l'université, avec des conditions, comment dire, c'est très difficile, hein, vraiment c'est très difficile de voir dans les conditions de travail, mais il y a quand même une conscience historique, une conscience politique, et puis, comme il a dit tout à l'heure notre cher Mohamed Abdallah, les jeunes voient à partir de l'actualité, par rapport à leur réalité. Et c'est ça qui fait qu'ils portent cette nouvelle révolution, qui est une continuité de la décolonisation de ce que leurs parents ou leurs grands-parents ont commencé. C'est la longue route de la décolonisation. Et puis il y a la résurgence de la pensée panafricaine aujourd'hui. Oui, voilà. Le retour à l'Afrique, il est vraiment, c'est-à-dire un regard sur l'Afrique. Oui. Un regard panafricain. Oui, justement, il y a un ami, oui. un auteur et un ami, Gauze, qu'on a édité aussi. Alors lui, justement, il a peur, il me dit, bon, mais il faut pas que ça se transforme en pan-africaine, ce panafricanisme. Oui. Il faudrait le revivifier. Exactement. Oui. Et en ce moment, c'est vrai que les jeunes se sentent concernés. Par exemple, le jeune au Mali, il est tout à fait conscient de ce que vit le jeune au Niger, oui. Au Burkina. Et comme par hasard, par exemple, je parle que de ces trois pays, parce que c'est des pays continentaux, ils n'ont oui. pas accès à la mer, ils partagent des réalités. Ils ne peuvent que se comprendre et se compléter et faire le chemin ensemble. Et c'est ce qui est en train de se faire. Voilà, donc on arrive pratiquement au terme de cette émission. Dernière question pour tous les deux, Mohamed Abdallah. Oui. Une émission ne suffit pas à traiter de la lecture et du livre en Afrique. Quel est l'avenir du livre, en fait, en Algérie et en Afrique, évidemment, en tant que jeune écrivain? Pour le moment, je dirais que c'est un avenir de oui. résistance et, espérons-le, de triomphe prochain. Mais je ne suis pas du tout désespéré. Eh ben, nous, on peut être que optimiste, oui. vu qu'on a réussi quand même à faire les premières 20 ans, parce que oui. 2003-2023, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ben, on espère encore 20 ans. Ça sera le mot de la fin de cette émission. Je souhaite bon vent donc à cette maison d'édition panafricaine. Merci. On doit le dire. Je rappelle que Samia Znadi est responsable des éditions APIC et Mohamed Abdallah est auteur de plusieurs ouvrages. Il vient d'ailleurs de sortir son tout dernier livre, Le Nil des vivants, aux éditions APIC. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine.